l'écriture directe, c'est-à-dire on va mettre un composant photosensible ou votre matériau et on va venir balayer avec un faisceau laser ou un faisceau d'électrons notre surface et on va venir la graver de cette manière-là. Il y a une méthode qui s'appelle la photolithographie et c'est ce que nous utilisons au laboratoire. Vous verrez qu'il y a plusieurs méthodes de faire de la photolithographie, soit par projection, soit par nanosphère, soit par interférence. Donc, en quoi ça consiste la photolithographie? C'est qu'on vient envoyer une lumière, notamment UV généralement, parce qu'elle est fortement énergétique, à travers un masque et on vient répliquer ce masque. C'est-à-dire que les zones insolées, soit elles restent, soit elles partent, en fonction de notre matériau. On va mettre ce qu'on appelle une résine ou un sol gel. Et donc, du coup, on va venir insoler, soit on garde les zones insolées, soit on les enlève, et du coup, on a la réplique du masque. Donc ça, c'est la projection par masque. Vous verrez, on peut le faire aussi avec des nanosphères qui vont avoir un effet de lentille. Soit on peut le faire par interférence, qui permet en fait d'avoir des périodes sublongueurs d'onde. En gros, on va arriver avec le matériel qu'on a, nous, à descendre jusqu'à 200 nanomètres à peu près de période. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va faire interférer deux faisceaux entre eux. La figure d'interférence résultante va induire une période sur notre échantillon, ce qui va nous permettre du coup de répliquer notre photo. Donc c'est ce que vous avez ici sur le schéma et on voit que simplement en jouant sur l'angle de θ entre les deux faisceaux, on peut faire varier très simplement la période. Ce qu'on peut faire aussi, on peut le faire avec ce qu'on appelle un masque de phase. Dans ce cas-là, on envoie un faisceau collimaté sur un masque. Ce masque, finalement, c'est une sorte de réseau de diffraction avec des paramètres assez bien déterminés qui vont faire que lorsqu'on va transmettre à travers ce masque, on va avoir des ordres diffractés et une interférence entre les ordres diffractés, généralement -1 et +1, qui va vous donner en fait une figure d'interférence sous votre masque. Donc ça va permettre de micro-nanostructurer votre matériau. Mais pour faire cela, il faut avoir un matériau photosensible à la longueur d'onde que vous utilisez. Donc c'est pour ça que dans l'équipe, on utilise des résines commerciales, mais aussi on va développer des sol-gels. Pourquoi on développe des sol-gels photographables? Parce que le sol-gel, c'est, comme son nom l'indique, une solution liquide qui, lorsqu'il va se densifier, va devenir un gel, et donc du coup, on va pouvoir avoir des matériaux, par exemple l'oxyde de titane, de la silice, par une méthode relativement facile à mettre en œuvre, qui ne nécessite pas des recuits thermiques, et qui permet en fait de structurer facilement un matériau. L'avantage d'utiliser du sol-gel plutôt qu'une résine, c'est que le sol-gel peut être fonctionnel. C'est-à-dire, par exemple, l'oxyde de titane, contrairement à une résine, il est photocatalytique sous UV. Donc, le fait de pouvoir microstructurer directement, c'est un gros intérêt. Parce que quand on fait, par exemple, de l'écriture directe avec un faisceau laser, on est limité par la résolution du faisceau laser. Typiquement, dans les faisceaux UV visibles, on ne va pas descendre en dessous de quelques microns. Donc, on ne va pas pouvoir écrire des périodes de réseau inférieures au micron. Ce qui va être limitant, par exemple, pour tout ce qu'on veut faire dans le visible. Pour micro-nanostructurer dans le visible, il nous faut avoir des périodes plus fines, et c'est pour ça qu'on va utiliser des figures d'interférence. D'accord? Donc, du coup, ensuite, il y a d'autres méthodes. Pour les matériaux plus difficiles, par exemple, qu'on n'arriverait pas à graver un métal, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, pour faire des périodes plus fines plutôt qu'utiliser un faisceau direct, on va faire ce qu'on appelle du transfert. Donc, on va venir micro-nanostructurer une résine ou un sol-gel qui va en fait servir de tampon. Ensuite, on va balancer un faisceau ionique sur toutes les échantillons. Les zones qui sont venues être protégées, ce qui est en rouge sur la diapo 6, c'est des zones qu'on va protéger. Donc, du coup, on va dire que les ions vont arriver, ils vont taper sur notre matériau et ils vont taper aussi sur ce qu'on appelle le substrat en dessous. Ce qui fait qu'ils vont graver le substrat et notre matériau. Au bout d'un moment, si on maîtrise bien l'épaisseur qu'on a déposée, et ben du coup, on va arriver à la surface de notre échantillon, mais dans les zones qui n'ont pas été protégées, on aura creusé notre substrat. Et donc du coup, on va pouvoir répliquer notre motif dans un échantillon plus dur. Par contre, c'est un temps de motif un peu plus long. Ce qu'on peut faire aussi, c'est s'en servir comme masque. C'est ce que vous avez sur l'image à côté. On est venu mettre une résine qu'on est venu structurer. On vient déposer un matériau dessous. Et ensuite, on vient rincer. Donc, toutes les zones où il y a la résine, en fait, elles vont être solubles dans ce qu'on utilise pour rincer. Et on obtiendra la réplique de notre matériau. Donc, ça, c'est les techniques de micro-nanostructuration qu'on peut utiliser. Tout ce qu'on appelle etching, RIE, RIBE, c'est des méthodes qui sont assez longues ou ce qui est en RITOF. Nous, on utilise très peu
on va plutôt utiliser tout ce qui est photolithographie que je vous ai présenté dans le slide avant. Donc pourquoi? Parce que ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi de s'adapter à une autre méthode qui s'appelle la nano-impression par lithographie laser. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait dans ce cas-là? On va développer une résine, toujours pareil, mais qui va servir de moule. Et ce moule, en fait, on va venir le répliquer sur notre échantillon comme la manière d'un tampon. Donc en fait, on va venir appuyer sur notre surface et si on a un matériau qui est suffisamment mou, on va dire entre guillemets, on va pouvoir lui imposer cette structuration. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est très rapide et le coût de transfert est très faible. Donc du coup, pour faire ça, il faut développer des matériaux, des résines, aussi des matériaux. Et on va utiliser donc des sol-gel photogravables, par exemple. Pourquoi? Parce que ça permet de fonctionnaliser et d'avoir différentes parties. Donc, quand on fonctionnalise un sol-gel, il faut que celui-ci puisse répondre dans l'UV et qu'on puisse venir le graver comme une résine. Le but étant d'insoler après par UV et d'avoir directement notre matériau. Donc, je ne sais pas si vous me suivez sur cette partie, c'est peut-être trop technique pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire si vous comprenez, s'il faut que je détaille plus ou moins, ou si ça va comme ça? Vous m'entendez au moins? Ou il y a quelqu'un qui peut me répondre au moins? Ah, mais alors attends, je l'ai pas vu. Pardon. Ah, pardon. Ah oui, j'ai pas vu le chat qui était en haut, excusez-moi. Ok, donc ça a l'air d'aller à peu près. Bon, merci. Donc bon, je continue alors, mais n'hésitez pas à me couper, hein. Donc du coup, on développe ces sol-gels via ces différents procédés. Alors, comment ça marche le sol-gel? Le sol-gel, c'est le slide suivant. Donc, on part d'une solution qu'on appelle un métal alkoxyde, qu'on va venir hydrolyser ou polymériser dans l'eau. On va venir le complexifier pour avoir ce qu'on appelle un sol. L'avantage de ce sol, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs choses après. Soit on le dépose simplement sur un film par différentes méthodes de dépôt. C'est ce qu'on appelle, après on obtient un xérogel et après chauffage, on obtient un film mince. C'est nous ce que nous utilisons. Soit on peut simplement le laisser sécher, il va se gélifier et après par évaporation, on peut obtenir soit des xérogels et des céramides denses, soit des aérogels si on fait une extraction du solvant. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut le faire précipiter sous forme de petites particules uniformes pour pouvoir en faire par exemple des particules de silice ou autre chose avec différentes propriétés, ou on peut aussi les tirer pour obtenir des fibres. Donc nous, en fait, on va créer ce métal alkoxyde, on va le déposer. L'avantage d'utiliser un sol, donc c'est une solution visqueuse, l'avantage de le déposer, c'est qu'on peut le déposer sur des substrats plans, on peut le déposer sur des substrats courbes, on peut le déposer sur plein de sortes de surfaces. Je vous montrerai par la suite tout le matériel qu'on dispose au laboratoire et quel est son intérêt. Donc, par exemple, si je vous donne un exemple tout bête, mais si on a un tube, un cylindre, on va dire un tube creux, et qu'on veut structurer ou qu'on veut déposer un matériau à l'intérieur métallique, ou ne serait-ce qu'un matériau, par les techniques d'évaporation classiques qui sont utilisées par exemple pour faire des revêtements, je sais pas, on va dire, vous voulez faire une dorure, on va dire, ou quoi que ce soit sur votre matériau, en fait, on va venir pulvériser un matériau. Ce matériau va se déposer très bien sur toutes les surfaces extérieures, on va le faire tourner, mais à l'intérieur d'un matériau, c'est très difficile. L'avantage du sol gel, c'est que si vous avez quelque chose de creux, vous pouvez le tremper dans la solution va aller à l'intérieur, et quand vous allez le retirer, vous allez pouvoir napper tout l'intérieur du matériau. Donc du coup, ça, c'est un intérêt, c'est que ça permet aussi de faire des substrats assez complexes, et ça peut aussi avoir un autre intérêt, c'est qu'on peut l'utiliser comme une imprimante jet d'encre, et on peut l'écrire à différents endroits et le positionner à différents endroits pour en faire des structures par la suite. Donc nous, on utilise ce principe, mais en plus, on va, donc là, bon, je passerai un petit peu là-dessus. Ce qu'on va faire, en fait, on va induire ce qu'on appelle un complexant, c'est la molécule que vous avez ici, qui va permettre, en fait, d'avoir une partie de votre sol gel qui est soluble dans l'éthanol
Et quand on vient dégrader avec la lumière cette molécule, on vient casser finalement le bas, et le diapo 9, pardon, je ne vous ai pas dit pour ceux qui ne suivent pas en direct. On va venir casser cette molécule, et quand on casse cette chaîne, en fait, on va la rendre insoluble dans l'éthanol. Ce qui permet d'avoir en fait un côté soluble et un côté insoluble de notre matériau. Alors si on passe à la diapo 10, qu'est-ce qui se passe? On passe de notre sol gel, on le dépose, donc sur notre matériau, on vient ici en fait simplement tremper un échantillon dans le sol, on le retire. Quand on le retire, on a un film uniforme. Alors quand c'est un film assez fin, pour vous donner un ordre d'idée, c'est autour de 200 nanomètres d'épaisseur. Ce film-là, quand on vient l'insoler en zone UV, en fait, dans les zones UV, on vient casser les molécules. Donc, du coup, ces complexes, ils se cassent, ils sont plus solubles dans l'éthanol. Et quand on reste, finalement, on vient garder que des parties insolées. Ce qui permet, en fait, d'avoir une structure de notre matériau, de venir micro-nanostructuré. L'avantage d'utiliser l'oxyde de titane, par exemple, c'est son indice qui est assez important lorsqu'on le chauffe. Il est transparent dans le visible. Il a une absorption dans l'UV qui peut être utilisée en photocatalyse pour la génération de paires électrons-trous. C'est un revêtement qui est assez dur et qui est énormément utilisé en fonction de ses différentes phases. Donc du coup, ce qu'on peut faire après, par traitement thermique, on peut ce qu'on appelle changer ses phases cristallines et changer ses propriétés tout en étant structuré. Donc voilà un petit peu le process. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on utilisait, les méthodes qu'on utilisait, et par la suite, je vais plutôt vous montrer le matériel et ce qu'on en fait. Ici, simplement, c'est pour vous montrer qu'en fonction des conditions de dépôt ou d'épaisseur, on peut faire varier l'épaisseur, les couleurs du matériau, leur indice aussi par la suite. C'est ce que vous avez par le diapo 12. En fonction de la température, on change l'indice de notre matériau, mais on change aussi son épaisseur parce qu'on vient le densifier. Donc l'avantage d'avoir tout ça, c'est qu'on peut micro-nanostructurer un matériau qui a des indices changeants en fonction de son épaisseur, en fonction des températures de recuit. Alors, pourquoi on est assez friand de tout ça? C'est qu'en fonction de nos modèles, après, on peut adapter. On va vouloir, en fonction de certains piégeages ou certaines applications, avoir des profils avec un certain indice, une certaine épaisseur. Et donc, du coup, il nous faut trouver des matériaux qui répondent à ces caractéristiques. Donc, du coup, pour avoir des antireflets assez forts, des moments, il faut des indices supérieurs à 2. Et donc, du coup, le fait d'avoir ce matériau-là, ça permet de répondre à... Donc, c'est pour ça qu'on développe différents sol gels. Donc, on a l'oxyde de titane, on a aussi l'oxyde de zirconium, on en a plusieurs. Pour faire tout ça, donc du coup, le laboratoire du Mercurien, on s'appuie sur une plateforme qui s'appelle la plateforme Nano Saint-Étienne, qui a été inaugurée donc en octobre-novembre 2019, en novembre 2019. Et donc du coup, l'objectif de cette plateforme, c'est une plateforme qui a pour objectif de faire des grandes dimensions, de la micro-nanostructuration sur de grandes dimensions. Donc le but pour vous donner, c'est de faire des structures allant sur des périodes de 100 nanomètres jusqu'au micron, mais sur des surfaces qui sont très grandes. Donc on va dire supérieures à 20 cm sur des substrats non plans ou plans. On verra qu'on peut même aller jusqu'au mètre carré, mais c'est des surfaces qui sont assez difficiles. Je ne sais pas si vous imaginez, si on fait des traits tous les 100 nanomètres, ne serait-ce que sur 1 centimètre, le nombre de traits que ça fait. Ne serait-ce pour faire, on va dire, des canaux, comme je vous ai présenté, sur les premières diapos. Donc du coup, ici, c'est la seule plateforme qui se base sur cette technique, notamment la photolithographie, pour faire des micro-nanostructurations sur de grandes dimensions. Il y a différentes plateformes qui font des micro-nanostructurations, qui le font très bien, même mieux que nous, mais qui le font plutôt sur des petites dimensions. On va s'arrêter au millimètre, à quelques centimètres, mais pas plus. Nous, l'objectif, c'est de dépasser déjà la dizaine, la vingtaine de centimètres, et même d'aller sur du mètre carré et sur des surfaces donc soit planes, soit non planes. Donc cette surface, comment elle se compose? Donc c'est le diapo 14, c'est ce qu'on aurait dû visiter. Hein. Je vais simplement vous montrer des diapos, même si c'est moins impressionnant. Donc cette classe, toute cette salle, c'est à peu près au total 600 mètres carrés, mais on a 200 mètres carrés à peu près de salle blanche. Donc c'est ce que vous avez en bleu et rouge sur votre slide page 14. Donc dedans, on a plusieurs compartiments et différentes qualités de salle blanche. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, en haut de la diapo, ce que vous voyez, c'est simplement l'entrée de la salle blanche.
Sur la droite, c'est le fin de la salle blanche, les extérieurs, pour vous montrer aussi tout ce qui est machinerie, on va dire, qu'on a autour. Pour faire fonctionner tout ça, en fait, on a besoin énormément donc d'évaporateurs, de contrôle d'air, contrôle d'humidité, contrôle de température. Donc on a une énorme usine à gaz derrière pour contrôler ne serait-ce que nos 200 mètres carrés de salle blanche. Alors pourquoi on utilise une salle blanche pour faire tous nos développements? On va faire des structures nanométriques de quelques nanomètres ou on va aller jusqu'au micron. Si on a une poussière, c'est déjà quelques microns. Si on est au nanomètre, c'est déjà 1000 fois plus gros. Donc du coup, pour éviter tout ce qui est poussière, tout ce qui est problématique à la poussière, on travaille tout en salle blanche. Donc ça, avant, on n'était pas entièrement en salle blanche. Les bandes, par exemple, d'insolation laser étaient dans des salles normales, on va dire classiques. Et donc du coup, maintenant, on est passé tout en salle blanche pour améliorer la reproductibilité de notre système. Donc en salle blanche, ce que vous voyez en bas du transparent, on est obligé de s'habiller de la tête aux pieds, donc de se couvrir pour pas avoir une trace de poussière, donc ce qui fait un environnement de travail un peu particulier dans un premier temps. Donc du coup, on travaille aussi avec des lumières. Vous voyez, si vous regardez, la lumière est assez jaunâtre dans ces zones-là. On travaille avec des lumières spécifiques pour éviter d'avoir des UV et de venir faire réagir nos sols. Donc dans cette salle blanche, qu'est-ce qu'on trouve? C'est le slide suivant. On trouve des instruments un peu spécifiques et uniques, on va dire. En haut, ici, vous avez différentes tailles de deep coater. Un deep coater, c'est un appareil qui va venir tremper un échantillon et le retirer. Ce que vous avez ici, c'est la taille, on va dire, plus ou moins standard. On va déposer des lamelles de microscope. Nous, on commence à avoir des échantillons un peu plus gros, donc on va pouvoir faire des plaques, comme vous avez sur le côté, des plaques A4 avec ce type de deep coater. Et sur celui que vous avez ici, il est complètement unique. On va pouvoir déposer des plaques du mètre carré. Donc l'idée, c'est de venir tremper une lame de verre du mètre carré, on retire, on va venir la récupérer. Et on a derrière, pour traiter ces surfaces-là, des fours aussi qui permettent d'aller jusqu'au mètre carré. Ici, ce que vous avez par la suite, c'est ce qu'on appelle un spin coater. Un spin coater, on va déposer une goutte au centre et par centrifugation, on va venir l'étaler. Généralement, on va déposer des échantillons qu'on appelle 1 ou 2 pouces, donc vous voyez de 2 à 5-6 cm. Ici, on a un spin coater qui permet de faire du 22 pouces. Donc on est sur du 50 cm, un peu plus même. Donc du coup, en taille d'échantillon. Là aussi, c'est un appareil un peu unique qui permet en fait de déposer de manière uniforme sur cette surface pour les échantillons circulaires des échantillons. Ce que vous avez en exemple en bas, vous avez deux types d'exemples qui ont été réalisés. Donc ici, ce que tient la personne que vous voyez dans les mains, c'est sur un substrat plan. On est venu faire des réseaux de 400 nanomètres sur un support A4. Donc du coup, vous imaginez, vous avez des lignes sur ce réseau-là, tous les 400 nanomètres qui sont parallèles les unes des autres. Ici, vous avez un tube qui a été utilisé pour une centrale calorifique pour faire en fait de nouveaux absorbeurs solaires. Donc l'idée, c'est de venir nanostructurer tout l'extérieur du tube. Donc ici, c'est des plots qu'on est venu faire pour capter un peu plus de lumière. Donc quand je dis un peu plus de lumière, ici, on vient juste capter 0,3% de plus. On a l'impression que c'est rien du tout, mais quand vous imaginez que vous avez des kilomètres et des kilomètres de tubes, 0,3% sur l'effet à la fin est gigantesque. Par contre, le coût, cette technologie n'a pas été développée plus tard parce que le coût de structuration est quand même assez élevé par rapport au gain. Parce que pour ce micro nanostructuré, pour le moment, de telle surface, le temps est assez important. Donc du coup, ça, c'est des exemples d'applications et l'idée, c'était de vous montrer un petit peu les machines qu'on avait. On a une autre machine qui s'appelle le Longmire Blowjet, c'est ce qui nous permet de faire des plots. Alors, c'est ce que vous avez sur le diapo 16. L'idée ici, c'est de venir déposer des petites billes de silice. Donc typiquement des petites billes, quand je parle de petites billes, c'est entre 200 nanomètres et 1 micron de diamètre. Et ces petites billes, qu'est-ce qu'elles vont faire quand on les met les unes à côté des autres? Quand on va envoyer un faisceau collimaté dessus, j'ai où l'exemple? Je sais plus, je vous montrerai plus tard. En fait, on va venir focaliser le faisceau, on va faire ce qu'on appelle un nano-G dessous. On va venir concentrer la lumière 5 fois au niveau à peu près en termes de champ sous la bille, ce qui va venir en fait faire un nano-G et venir densifier notre matériau. C'est ce que vous voyez par exemple sur cette image. On va venir envoyer de la lumière ici, on va avoir le nano-G. Le nano-G ici est venu densifier notre matériau, ce qui fait qu'après on peut obtenir des plots. L'avantage de cette technique,
c'est qu'on peut la déposer facilement sur des substrats circulaires et on peut la déposer facilement sur des substrats courts. L'inconvénient, c'est que du fait de la taille des billes, ce que vous voyez ici, on a des cassures et ce qu'on appelle des macles. En fait, dès que vous avez une taille de bille qui va changer, ça va casser légèrement l'ordre, ce que vous voyez là. Et donc, du coup, on va avoir un ordre local, une structure hexagonale, comme vous voyez ici, mais sur une zone réduite. Donc, du coup, dans des cas, par exemple, si on voulait l'utiliser pour des lasers, cette technique ne pourrait pas être appliquée parce que du coup, le désordre deviendrait un facteur critique. Quand c'est simplement absorber de la lumière, au contraire, c'est plutôt intéressant, ça permet même de gagner en nombre. Donc, on a une machine qui permet de déposer les billes. Comment elle fonctionne? On va fonctionnaliser nos billes de façon à ce qu'il y ait une partie hydrophile, hydrophobe. Donc, les billes, on va les déposer sur une partie. Ah, alors, pour vérifier la gravure, tout ce qu'on vient micro-nanostructurer, je vais vous montrer par la suite en instrument ce qui viendra par le diapo 19. Je vous en parlerai par la suite. On a le microscope à force atomique, notamment, et le microscope électronique en transmission ou à balayage. Je vous montrerai tout ça par les techniques de caractérisation qu'on a par la suite. Après, quand on est dans le visible, il y a quelque chose là, c'est ce que vous voyez sur les deux images ici, c'est que la lumière, elle diffracte. Si vous voyez un effet coloré, irisé, c'est que déjà votre structure, elle est pas trop mal. Si l'effet est moyen, ça veut dire déjà que vous avez des problèmes dans votre structure. Donc ici, si je reviens, en fait, on dépose nos petites particules à la surface de l'eau, elles vont rester à la surface de l'eau. On va venir avec deux barrières sur les côtés qui sont ici, les resserrer pour qu'elles soient les unes à côté des autres. Et quand elles seront toutes les unes à côté des autres, pour ça, on va mesurer la tension de surface. On va dire, ben voilà, maintenant elles sont les unes à côté des autres. On va tirer notre échantillon et on va resserrer les deux barrières de façon à avoir un voile uniforme de nanoparticules, oui, à la surface, les unes à côté des autres. Et après, on va venir les insoler et venir les rincer pour les faire partir. On a une autre méthode qui permet, donc c'est le diapo suivant, qui permet de faire de l'écriture directe. Donc ici, on va venir focaliser un faisceau et on va venir écrire des lignes, des motifs. Donc ici, ce que vous avez, par exemple, l'image, si on est venu faire des guides d'onde. Donc ça, le but, c'est de faire plus tard des capteurs pour mettre sur des ailes d'avion, pour venir regarder en fait tout ce qui est déflexion sur les ailes d'avion. Donc l'idée, c'est de déposer un sol gel, venir graver, envoyer de la lumière dedans, et après, regardez tout simplement, par exemple, vous imaginez si votre guide casse, et vous avez plus de lumière qui est transmise, c'est une manière plus simple, on va dire, on voit qu'il y a un problème directement sur une voie, parce qu'on n'a plus de lumière qui passe. Donc l'idée, c'est de venir structurer des parties, par exemple d'avion en faisceau direct. Là, vous voyez les tailles de dimension, on n'est plus sur 100 nanomètres, on est sur une dizaine de micromètres. On vient écrire des guides, donc ce qui permet de faire d'écriture directe. L'avantage de cette technique, de cette machine, c'est qu'elle permet de faire des substrats relativement grande dimension, plan et non plan, parce que simplement, on a simplement à régler la focalisation de notre objectif pour contrôler la taille de notre spot. Donc ici, je vous ai montré les bancs qu'on utilise pour faire des interférences de lithographie. Donc ça, c'est un ancien banc. Ce que vous voyez ici, c'est les gros miroirs qu'on utilisait avant. Maintenant, on n'utilise plus des miroirs, on va injecter en fait dans des fibres qu'on va séparer en deux. Donc là, il y a une fibre, une deuxième fibre. Et après, on déplace notre échantillon sur cette position-là. Et en fonction de sa position et des angles qu'on a ici, on va venir faire la figure d'interférence. Donc ici, on a des bancs relativement grands pour pouvoir déplacer notre échantillon sur une grande dimension. Des faisceaux, des lasers avec relativement de puissance pour pouvoir avoir un faisceau le plus éclaté possible et le plus homogène possible, parce qu'il ne faut pas qu'on ait une répartition trop gaussienne de l'intensité sur notre largeur de bras. Et donc, du coup, aussi, on a des systèmes qui mettent beaucoup d'électronique pour contrôler, en fait, nos miroirs, ici de renvoi, ou nos bras de renvoi, pour éviter toutes les vibrations. Parce qu'imaginez, on va venir faire interférer donc de faisceaux, on fait des périodes de 100 nanomètres. Si vous avez quelqu'un qui tape dans la table, ça va faire bouger toutes nos franges d'interférence. Et donc, du coup, si on fait certaines installations par moment qui font quelques heures, donc en fonction de ce qu'on utilise, ça peut durer quelques secondes à quelques heures. Si pendant quelques heures, dès qu'il y a quelqu'un qui marche, ça bouge, et vous avez des franges, à la fin, vous n'allez pas avoir la structure que vous voulez. Donc pour faire tout ça, on a tout un système d'électronique derrière qui permet d'asservir notre système et donc du coup d'avoir les belles structures qu'on veut à la fin.
Maintenant, on arrive donc du coup au diapo 19. Comment on fait pour caractériser tout ça? Eh ben, on a pas mal d'instruments en notre possession qui permettent de le faire. Donc, on a un AFM qui a été acheté récemment, qui est assez puissant, qui permet de faire des scans relativement vite avec une très très bonne résolution. Donc, les images AFM, pour ceux qui ne savent pas, on a une pointe et on va venir passer à la surface de notre échantillon. Et donc, du coup, on va regarder si on a des creux et des bosses. Donc ça va permettre de voir nos structures. Donc les images AFM, vous en avez sur le côté. Ici, ça va nous permettre de voir ici dans le cadre des plots, les plots qu'on a fait, la hauteur, etc. Donc ça, c'est un des instruments qu'on utilise le plus. Ici, à côté, vous avez quelque chose qui ressemble, mais plutôt pour des surfaces plus grandes. Ça s'appelle un profilomètre. Donc le profilomètre, on va simplement, comme l'AFM, poser une pointe, mais de taille beaucoup plus importante. Et on va venir scanner notre échantillon pour regarder les différences de hauteur. Et on a aussi donc un microscope électronique à balayage, un ellipsomètre pour déterminer les indices et les épaisseurs de nos films, et un microscope électronique en transmission. Ce que vous voyez, c'est le microscope électronique en transmission. On a fait l'acquisition récemment. Donc ce microscope électronique en transmission, ça a été un des premiers d'Europe, Géol, qui a été mis en place à Saint-Étienne, qui permet en fait d'avoir un correcteur d'aberration, ce qu'on appelle, ce qui permet de voir en fait les plans atomiques et aussi d'avoir des cartographies en spectre d'énergie assez fines pour regarder par exemple toutes les propriétés qu'on a dans notre échantillon. Donc voilà à peu près les systèmes de caractérisation qu'on a, sans compter les microscopes optiques classiques que vous connaissez ou tout ce qui est spectroscopie UV visible classique. Ici, alors, juste Cyril, j'ai 45 minutes ou 1 heure? Il est parti. C'est pas grave. Je vais faire comme si j'avais. Jusqu'à 15 heures, d'accord. J'ai même mis de doute et je savais plus en fonction de ce que tu as dit. Merci, excuse-moi. Donc, du coup, on revient sur le diapo 20. Ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, la nanotypographie par lithographie, par nanosphère, qui est un peu original en fait comme méthode. Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on dépose des billes. Et lorsqu'on met ces billes, en fait, ici, on va créer, lorsqu'on a sol UV, c'est le diapo 21, un nano-G, ce que vous voyez avec les simulations associées, sous l'échantillon. Ce nano-G va concentrer un gros 5 champs. Et donc, du coup, ce qui va en fait nous permettre d'écrire encore plus fin, d'avoir des zones encore plus fines. Et donc, du coup, de venir nanostructurer notre matériau. Donc, ce que vous avez, par exemple, diapo 22, on est venu faire notre nano-G, on est venu structurer le matériau, on est venu faire des plots. Ça, c'est dans le cas de la résine négative, c'est-à-dire on vient densifier les zones insolées. Mais on peut faire des trous aussi dans le cadre de résine négative. Donc ça, c'est une méthode qui a été développée au laboratoire, qui permet en fait très simplement de développer ce type d'échantillon. Là, on a un partenariat avec le CEA. L'idée, c'est de déposer des films, de faire ces billes. Après, c'est de les englober dans un plastique. Et du coup, par exemple, vous allez acheter une feuille de plastique avec une taille dimension de bille. Vous le posez sur votre échantillon, vous insolez et vous avez très facilement vos nanostructures. Parce que l'objectif de la plateforme, je vous rappelle, c'est de faire des grandes surfaces, mais aussi avec au potentiel valorisation industrielle derrière avec du grande dimension. Quand on veut faire de la nanostructuration, généralement les coûts sont très élevés parce qu'il faut se déplacer assez finement, quelques nanomètres. On va faire des structures de 20 nanomètres. Donc les faire sur des grandes échelles, c'est un vrai challenge. Et donc du coup, on essaye de proposer des solutions pour arriver à ce type d'application, pour pouvoir encore plus développer par la suite tout ce qui est micro-nanostructuration et métasurface. Donc ça, c'était un exemple. Diapo 23, on voit qu'avec ces structures, en fait, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées. On peut faire, par exemple, des trois expositions des faisceaux. Donc, on peut faire des croix, on peut faire des particules espacées les plus ou moins les unes des autres. Si on tourne autour des billes, on peut faire des plots beaucoup plus larges. L'idée ici, par exemple, si vous voyez avec un angle de 20 degrés, quand on fait ces deux billes, c'est quand on arrive à les séparer de quelques nanomètres, on peut faire des nano-antennes, ce qu'on appelle en outil, qui vont permettre de confiner le champ très localement. Et ça a pas mal d'intérêt dans différentes applications optiques. Mais pour faire ça, du coup, il faut les avoir métalliques et nanostructurer du métal, c'était pas forcément évident. Et si on a le temps, à la fin, je vous montrerai quelles sont les solutions qu'on a trouvées très très récemment pour pouvoir faire
ces micro-nanostructures métalliques, sans avoir besoin de faisceaux électroniques. Pour vous donner un ordre d'idée aussi sur ces types, si on veut faire cette structure par faisceau électronique, on va dire que ça va prendre facilement quelques heures. Nous, ça nous prend allez, 1, 2, maximum 4 minutes pour faire les structures. Et on les fait sur des grandes dimensions. Donc du coup, c'est vraiment un intérêt de cette technique. Là, c'est des images AFM qui montrent ce qu'on peut faire avec des plots, avec des billes. Donc ici, vous voyez, on a fait des creux dans cette première image. Ici, on a fait des plots. Et ici, on a fait des structures un peu plus exotiques, on va dire. Donc l'objectif de tout ça, c'est de vous montrer que dans cette équipe, on est capable de modéliser, de déposer, de faire, de structurer et d'arriver en fait à proposer différentes solutions de matériaux pour pouvoir faire après des dispositifs plus ou moins complexes pour répondre à un besoin. Ici, c'est un exemple de lithographie qu'on a fait sur 4 pouces. Donc sur 4 pouces, vous avez des plots de 1 micron de période disposés de manière répartie sur toute la totalité. Là, c'était des exemples pour montrer qu'on est capable de simuler et de réaliser. Ici, c'est différents types d'applications pour montrer que dans l'équipe, on est capable de faire sur ce que vous avez ici, en fait, sur des substrats durs, mais on est capable aussi de faire sur des substrats souples, sur des plastiques. On est capable de micro-nanostructurer. Oui. C'est bon. Rien du coup. Donc du coup, sur des plastiques. Ici, c'est pour vous montrer qu'on a fait des tubes sur des substrats, sur des grandes dimensions, qu'on développe aussi des process pour l'industrialiser derrière. Et ici, là, je vais vous montrer par la suite, on est capable, via un masque aussi, de structurer l'intérieur et l'extérieur d'un tube. Alors, pourquoi structurer l'intérieur et l'extérieur d'un tube? C'est qu'on va pouvoir créer finalement un réseau infini. C'est-à-dire que quand on vient structurer un tube, on va se débrouiller de façon à ce que les périodes viennent se superposer. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un endroit où on va avoir un décalage de périodes qui va induire par exemple ici un trait noir et un trait blanc qui ne vont pas s'enchevêtrer. En fait, on va faire vraiment quelque chose de circulaire, avec une période circulaire, de façon à ce que la lumière, une fois qu'elle va être couplée là-dedans, elle va tourner de manière infinie, on va dire, s'il n'y avait pas de perte, elle tournerait de manière infinie, de façon à maximiser l'interaction. Donc le but ici, ça va être pour des contacts par exemple de polluants. On a des contacts aussi en biologie pour venir tester des matériaux à l'intérieur, pour faire des encodeurs optiques ou pour faire différentes applications. Donc, comment on fait cela? On va venir projeter un réseau de masse que je vais vous montrer par la suite. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu des réseaux résonants, parce qu'on va avoir pas mal d'applications qui vont revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'un réseau résonant? Donc, en fait, un réseau résonant, c'est une structure qu'on vient mettre sur un guide optique. Alors, un guide optique, on l'a ici, c'est la partie en bleu clair que vous avez sur le diapo 29. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va avoir une partie de l'onde ici qui va être envoyée, si on passe sur on va la diffracter classiquement, c'est ce que vous avez avec un réseau. Quand maintenant on vient mettre un mode guidé dessous, si je reviens sur le diapo 29, on a une partie de l'onde qui va partir dans ce guide. En fonction de la période, l'accord d'amplitude entre les deux et l'accord de mode, on va pouvoir avoir une partie de l'onde qui est transmise dans ce guide. Donc du coup, elle va être non réfléchie et elle va être découplée plus loin. Donc l'avantage de ce type de structure, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un phénomène de résonance, donc très fin. Si vous regardez sur le diapo 31, si je regarde en réflexion, avec ce côté diélectrique et ce réseau résonant, je vais avoir une longueur d'onde très fine avec un maximum d'intensité, ce que vous avez dans le graphique qui est renvoyé. Et si je regarde le spectre transmis, dans le visible, je vais avoir un peu à cette longueur d'onde très fine. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire des effets colorés, des effets diffractifs. Je vais vous montrer par la suite ce qu'on peut faire, par exemple, en tout ce qui est sécurité. Et on va utiliser en fait aussi ce problème de couplage. En fait, quand on vient sonder ce milieu-là, il est très sensible à tout ce qui se passe à l'interface. Et donc, du coup, c'est à partir de là qu'aussi on va pouvoir faire des capteurs. Donc, quand on fait ça, en fait, on va le faire dans le code, ce que vous avez dans le tube, dans le diapo 33, par exemple. On va venir faire notre structuration, mais aussi on va faire une couche guide, ce que vous avez en jaune ici. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est assez intéressant de pouvoir faire du Solgen
pour pouvoir déposer à l'intérieur du tube. L'avantage ici, c'est qu'on a fait notre guide, on a mis notre structure qui permet sous un angle donné de coupler une certaine longueur d'onde. Lorsqu'on va envoyer cette lumière, elle va être couplée dans notre guide de TiO2 et elle va rester plus ou moins piégée et tourner sur elle-même. L'avantage d'avoir un réseau infini, c'est qu'on va affiner notre résolution sur notre longueur d'onde de détection. Et donc du coup, on va avoir une sensibilité beaucoup plus grande, parce que toute variation de notre environnement va nous donner un décalage. Donc si on regarde la courbe, les courbes simulées noir et rouge, ben, vous voyez qu'on a une qui est beaucoup plus fine. Et donc du coup, tout un léger décalage sur la rouge sera beaucoup plus facilement observable que sur la courbe noire. Donc pour faire ça, comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise toujours un laser UV et on va utiliser ce qu'on appelle un masque de phase radio. Donc en fait, il va nous projeter figure d'interférence, la figure d'interférence que l'on veut avec les périodes données et on va venir l'insoler à l'intérieur de notre tube, par exemple ici, ce que vous voyez sur l'image par la suite. Et comme on est dans le visible, on a bien les effets diffractifs. Donc l'avantage, c'est qu'on va venir pouvoir microstructurer l'intérieur d'un tube. Donc ça, c'est aussi assez unique de faire ça. C'est une technologie pas facilement aussi à premier abord pour mettre en place. Donc ça, c'est pour des techniques pour montrer comment on l'excite avec des codes aussi. Il y a plusieurs méthodes de caractérisation. Je ne vais pas m'attarder dessus. Là, c'est des mesures qui ont été faites pour vous montrer qu'on arrive à les caractériser après, qu'on est venu faire des lignes. Donc à l'intérieur de notre tube, c'est l'image même que vous avez ici sur votre gauche, qui permettent de revenir à notre profil, à notre période de tube. Ici, quelques exemples pour finir sur un plastique transparent. Donc, c'est les effets plasmoniques. Donc, en transmission, vous avez cet effet rougeâtre. Donc, vous voyez votre dé. Et quand vous allez tourner l'hologramme et le regarder du coup, vous allez obtenir du vert. Ça, c'est lié au fait que, en certains cas, vous voyez ou non la longueur d'onde réfléchie de votre guide. Donc ça, c'est utilisé pour de la traçabilité sécurisée. On a des hologrammes, plusieurs types. Il y en a sur des billets de banque. Si vous regardez les billets de 20-50 euros en transmission réflexion, vous allez voir sur la zone colorée ce type d'hologramme. On utilise ces types de réseaux de résonance aussi pour différentes applications, ce que je vous montre sur le diapo 39. Ici, l'idée, c'est de suivre tout ce qui est couche d'oxyde. Donc si on met un métal, par exemple l'argent ou de l'aluminium, en contact avec l'oxygène ou de l'acier, il y a une couche d'oxyde qui vient se faire à la surface de votre matériau. Cette couche d'oxyde, elle fait quelques nanomètres, elle est très difficilement caractérisable. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser ce dispositif, cette technologie, pour venir détecter en fait les couches d'oxyde passive, connaître comment elles augmentent, comment leur croissance, leur indice, leur évolution. Donc ça, c'est une thèse qu'on est en train de faire pour le moment pour pouvoir améliorer les revêtements passifs. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir avoir une meilleure connaissance sur tout ce qui est revêtement dans les piles à combustible. Dans les piles à combustible, on va avoir des couches, on doit avoir des couches avec une certaine conductivité, une certaine propriété. Ces couches, elles sont très fines, elles sont très difficilement caractérisables. L'idée ici, c'est de voir si on arrive à coupler une méthode optique avec une méthode électrochimique pour pouvoir voir si on arrive à déterminer les paramètres de ces couches barrières qu'on veut mettre dans les piles à combustible, qui sont un grand enjeu pour le moment. Ici, c'est un autre exemple d'application qu'on a réalisé. L'idée, c'était de voir des bulles qui se forment, de détecter la formation de bulles dans une cuve sous vide, dans différentes conditions particulières. Et l'idée, c'était de les voir avant les et de voir quand est-ce qu'elles vont se former pour pouvoir avoir un contrôle. Donc, on est venu mettre un capteur avec une forme similaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, donc un réseau résonant. Donc du coup, on va faire une micro-nanostructuration, un guide sur un substrat, et on vient l'interroger avec une lumière blanche et on regarde le spectre résultant. C'est ce que vous avez ici. Le décalage du spectre vous dit à quel moment on est faire condensation et qu'est-ce qui se passe entre les deux. Donc du coup, ici, on a fait un intégrateur qui permettait de voir tout ce qui était condensation. Donc ça, c'était Air Liquide qui nous est sollicité pour trouver des systèmes pour voir comment récupérer dans leur dispositif d'un point de vue optique ce type d'application. Donc voilà, en utilisant simplement des structures de réseau résonant. Bon, pour faire ça, il a fallu faire la bonne structure, donc modéliser correctement, réaliser, vérifier que ça marche et faire une boucle, parce qu'on a toujours une boucle
on simule, on réalise, on teste, et on regarde les résultats, et on compare la simulation, et on fait notre rétroactive. Ça, c'est des exemples d'autres types de raisonnement, je ne vais pas passer là-dessus. Donc, si les autres applications, pardon, je ne vous ai pas mis, on a d'autres applications pour le moment. On est en train de travailler aussi avec ce type de capteur pour déterminer des traces de molécules dans le sang de façon à améliorer les détections. On travaille aussi donc du coup sur la pollution de l'air en mettant des couches par-dessus nos matériaux pour pouvoir détecter des très très faibles quantités de pollution et donc du coup pour des oxydes aussi pour ce type de matériaux. Ce qu'on fait aussi actuellement, c'est que les matériaux, on les transforme un peu plus. Je vous ai montré qu'on arrive à les structurer et maintenant on arrive avec des procédés encore différents à modifier notre sol gel pour qu'ils deviennent métalliques. Donc on arrive à avoir des matériaux semi-conducteurs et conducteurs avec différentes propriétés et différentes structurations. Et donc du coup là c'est plus sur des applications on va dire photoniques avancées et tout ce qui est domaine de l'infrarouge. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors je suis allé assez vite, je pense que c'est compliqué aussi de ne pas être en présentiel et de vous montrer les manips. Est-ce que vous avez des questions au sens large? Juste peut-être une parenthèse, n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous intéressent pour faire des stages par la suite, etc., ou dans ces domaines-là, de nous contacter. On récupère régulièrement des stagiaires, des thésards, ou etc., ou différents niveaux. On prend souvent des personnes dans l'équipe, donc s'il y a des parties qui vous intéressent ou des sujets, n'hésitez pas à nous en faire part, même longtemps à l'avance en fonction de vos projets, pour qu'on puisse trouver les projets, les financements nécessaires. Alors ça, pour répondre à ça, c'est simplement le temps d'exposition. Comme on connaît bien notre matériau, donc en fonction de soit des temps d'exposition, de l'intensité qu'on utilise, on va avoir plus ou moins d'épaisseur de dépôt et d'épaisseur de d'insolation. Donc on connaît très bien notre méthode de dépôt et d'insolation. Après, on fait des tests parce que ça dépend des conditions d'humidité, mais on fait une période de calibrage au départ. Et après, on sait exactement la profondeur qu'on veut et l'épaisseur. On la maîtrise sur quelques nanomètres. Et donc, du coup, si vous voyez aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'équipe, on a des compétences très larges. On a des chimistes, on a une partie chimie pour la réalisation de nos solgels, matériaux, une partie simulation, électromagnétisme très fort sur cette partie-là, modélisation. On a une partie optique, tout ce qui est insolation, caractérisation. On a une partie aussi pas mal de traitement d'image, les traitements de données au sens large. Dans toute la chaîne, il faut traiter, il y a beaucoup de données, parce qu'on fait sur des grandes dimensions. Et donc, du coup, vous voyez, on balaye aussi tout ce qui est caractérisation. Donc, on balaye un spectre assez large de compétences. C'est pas une compétence fixe qu'on a. Il y a plusieurs compétences visées. Donc, du coup, en fonction de l'intérêt de chacun, on se place différemment dans cette chaîne-là. Mais on a tous un petit regard sur toutes les parties avec une spécialité donnée sur une partie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, comment on vérifie à l'intérieur? Alors, à l'intérieur du tube, on n'a pas le choix. Il faut... Ah ouais, il faut... Il n'y a pas le choix. Il faut les casser quand on veut vérifier l'intérieur du tube. Donc, du coup, pour savoir, après, on fait des tests. Parce qu'on sait que le comportement sur du plan est à peu près le même que sur l'intérieur du tube. Donc, en fait, on fait un contrôle sur du plan. Après, on casse sur un ou deux qu'on sacrifie pour vérifier nos prédictions. Et après, bah, c'est de la FM et du MEB classique. Ouais. Non, en fait,
Ça, on vient simplement mettre les billes les unes à côté des autres, plus ou moins à côté des autres. Si la taille des billes est la même, si tous les diamètres sont les mêmes, on a une structure hexagonale sur des grandes dimensions. Le souci, c'est dès que si tu mets une bille plus grosse, en fait, ta structure hexagonale, elle va se tourner légèrement. Parce que du coup, tu as une bille plus grosse qui va induire ce qu'on a fait de notre max, qui va induire en fait une petite cassure qui va nous briser cette contrôle-là. Et donc, du coup, on a un ordre qui est qui est hexagonal sur une zone donnée, mais qui ne l'est pas sur une grande zone. Et plus tu vas avoir une dispersion de particules, plus ton sur de grandes dimensions va être mauvais. Et par exemple, pour un réseau de résonance, c'est très critique. Mais si c'est juste pour faire un absorbeur, ça pose pas de problème. Alors attends, ça, je s'entends plus. Alors pour assurer que les billes se touchent bien, on a ce qu'on appelle une balance de volumétrie qui permet de déterminer la tension de surface de notre matériau et on vient contrôler cette tension de surface pour une certaine valeur en fonction des billes et on vient la contrôler simplement en fermant les barrières. Et donc du coup on tire notre échantillon et on ferme les barrières de façon à ce que les billes soient les unes à côté. Et pour ça on mesure la tension de surface. De rien. De rien, de rien. Ouais, vous êtes... Voilà. N'hésitez pas. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer. Hein, je... salle blanche et tout l'environnement, c'est plus parlant quand on le voit et un peu moins le faire. Voilà. Bon, on a fait avec. Donc voilà. Mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, des choses d'intérêt, de curiosité, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, nous contacter. De rien.